Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 8e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la mancie. Comme les autres fois, j'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai. Allons-y. Il y a donc le je et le moi, Ulysse et Pénélope, ma psyché et mon âme, l'un au-dessus, l'autre en dessous, nettement séparés l'un de l'autre. Et c'est quand même curieux que les instances que j'ai dites curatives, le moi, Pénélope, l'âme, se trouvent en dessous. Pourquoi pas au-dessus après tout? D'autant que la chrétienté nous avait appris à tout attendre du ciel, du paradis, situé loin au-dessus de nous. Tout ça pour dire qu'il s'agit de représentations symboliques, de métaphores et de rien d'autre. Et qu'au-dessus ou en dessous indique bien souvent un ailleurs, une utopia, un autre lieu, c'est le sens du mot, dans une portion d'univers différente, chère entre autres à Thomas More ou à Michel Foucault, mais plus généralement à tous ceux qui se permettent d'imaginer le réel. Et parmi ceux-ci, beaucoup d'artistes et de penseurs qui le parent d'images qui l'explicitent, de couleurs qui l'enluminent, de chansons qui l'égayent et de pensées qui à terme le réalisent, le rendent réel. Et cela nous ramène à un texte fort ancien, Pierre de Rosette de l'alchimie, attribué au grand mage, au diseur de bonne aventure génial, qui était Hermès Trismégiste. Pour peu qu'un tel personnage ait existé, bien sûr, mais cela a peu d'importance pour notre propos. Un texte qui nous dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle d'une seule chose. Il s'agit de quelques mots que nous avons extraits d'un petit texte alchimique qui s'appelle la Tabula Smaragdina, la table d'émeraude, un texte qui lui a été attribué à Hermès. Nous y reviendrons. Ce texte nous amène à comprendre que haut et bas, et tant qu'à faire passé et avenir, se rejoignent ici et maintenant, dans une grande présence, dans une matrice imprimant son mouvement, sa dynamique, à toute vie, à la nôtre donc aussi. Et cela nous ramène au philosophe Héraclite, qui nous disait que nous ne pouvons pas traverser 2 fois la même rivière, que notre existence est un processus incessant que nous tentons d'expliciter en le structurant, entre autres dans le temps et dans l'espace, en le cadrant par des termes tels que hier, demain, en haut, en bas, etc., qui en réalité n'existent pas. Ce qui revient à dire que notre passé, nous le vivons maintenant, et notre avenir aussi, et que le haut et le bas n'existent que toujours par rapport à là où nous nous trouvons, et qui est simplement là. Et que ce que nous trouvons toujours pareil ne l'est pas. La rivière que nous avons traversée au matin ne sera pas la même que celle que nous traverserons le soir venu. Ce dont on prend conscience lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a inondation, ou que la rivière a tari. Tout ça pour en arriver à vous dire que cet inconscient collectif jungien, cet anima mundi, aussi bien que cet inconscient individuel freudien, le ça, sont là, ici et maintenant, en nous et tout autour de nous. Nous vivons dedans. Nous n'avons pas conscience, plutôt nous n'avons conscience que d'une toute petite portion de cette affaire. La portion de notre âme et de l'anima mundi que notre psyché est autorisée à réfléchir, au moyen des outils qui sont à sa disposition, des théories et des croyances surtout. Psyché nommera réel tout ce qu'elle pourra savoir, en 2 mots. Et tout ce en quoi elle pourra croire, et elle bannira tout le reste. Et que ce que je viens de dire là vaut également pour le je, qui est moi, et qui l'a toujours été, le restera sa vie durant, pour peu qu'il en prenne conscience, évidemment. Et de même pour Ulysse, qui a toujours été auprès de sa Pénélope, mais comme il l'ignorait,
il a dû se porter à sa recherche, comme le pèlerin qui marche jusqu'à Compostelle pour y renouer avec cette portion de lui-même qui ne l'a jamais quitté, ou jusqu'à la Mecque pour y tourner autour de la Kaaba, cette pierre noire évoquant la fertilité de la vallée du Nil, alors que cette abondance, ce pèlerin, il l'a en lui. On pourrait dire en termes informatiques que Psyché, je et Ulysse sont des moteurs de recherche. Ce sont nos Google intérieurs qui explorent inlassablement le World Wide Web, aliénant certains contenus jugés indécents, mais qui ne cessent pas d'exister pour autant, et mettant certaines autres parties jugées cachères en exergue. Et nos instances personnelles sont aidées à cette tâche par nos cultures, ces cultures qui sont nos psychés, je et Ulysse respectifs. Et oui, au niveau collectif, nous retrouvons la même chose que ce que nous avons vu au niveau individuel. On y reviendra. Ce qui met face à face au niveau collectif, au niveau de l'anima mundi, d'une part, les profondeurs de l'âme collective avec ses archétypes parfois endormis puis soudainement très actifs, en éruption tels des volcans qu'on croyait trop vieux, mais qui ne le sont jamais, et d'autre part nos moteurs de recherche culturelle, occidentaux, orientaux, nationaux, régionaux, communaux, familiaux, etc. Tout un réseau qui trie inlassablement, refuse, rejette, refoule derrière autant de murs d'ailleurs, accepte, naturalise, intègre sous conditions, puis pour de bon, bref, qui discrimine et qui rend réel et parfois même scientifique. Alors ça, scientifique, c'est le prix de la consécration, c'est la consécration d'une vérité. C'est son prix Nobel, c'est son Oscar, c'est sa palme d'or. Mais alors ces archétypes seraient parmi nous, là, à la rue, dans les parcs, au bureau, dans nos chaumières, voire dans nos lits. Ben oui. Et s'ils sont conscients, on les appelle des stéréotypes sociaux. L'analyste jungienne Bohlen en parle dans 2 bouquins consacrés aux dieux grecs, qu'elle s'est permise de stéréotyper. Et c'est fou comme on les reconnaît vite dans son environnement, ces déités grecs, qui ont à peine un peu plus de 2500 ans. Mais pourquoi donc ces archétypes immortels ne voudraient-ils pas se marier aux mortels? On l'a vu dans le mythe de Psyché, c'est un problème entre Eros et Psyché. Mais parce que dès que l'homme s'en empare, il les instrumentalise. Et dans ce mot, il y a mental et instrument. L'homo faber que nous sommes transforme tout archétype qu'il croise en instrument mental qu'il tentera de maîtriser, de domestiquer. Et il ne semble pas plaire aux dieux et aux déesses de devenir des domestiques. Ainsi le grand Zeus, qui commande aux éclairs, est-il devenu l'électricité. C'est dire la dégradation au niveau symbolique, un dieu tout-puissant devenu une ressource énergétique au service de l'homme. Et pourquoi donc les mortels ne veulent-ils pas non plus entendre parler des archétypes et de l'envers du monde qu'ils hantent de leur présence évanescente? Pour les mêmes raisons. Parce qu'ils sentent bien qu'ils ont affaire là à des forces qu'ils ne maîtrisent pas et qui les domestiquent à l'occasion. Quand ils sont amoureux, par exemple, quand ils sont humiliés, très très fâchés et prêts à commettre des crimes passionnels. Bref, quand une force plus forte qu'eux-mêmes prend possession d'eux et qu'ils n'en peuvent même. Ceci étant dit, ces archétypes fréquentent le même monde animé que nous. Ils font eux aussi partie de l'anima mundi, n'en déplaise à l'homme qui s'en croit le seul maître et possesseur. Car le monde est un, et les anciens parlaient en ce sens d'unus mundus. We are one, and one is all, chante le groupe rock Led Zeppelin dans sa chanson She's Buying a Stairway to Heaven, une chanson remarquable d'ailleurs. Et s'il n'y avait faisant intégralement partie de l'anima mundi que les âmes humaines, avec leurs aspects conscients et inconscients, ce serait bien. Mais que fait-on des âmes animales? Des âmes végétales? Et des âmes minérales dont nous parlent les Amérindiens, entre autres?
Et je n'ai pas parlé des âmes des ancêtres, auxquelles croient beaucoup d'Africains, question de ne pas trop vous brusquer, ou des âmes qui sont en passe de se réincarner. Et là, on touche aux thèses théosophiques de Blavatsky, qui ne sont plus à la mode, mais qui, en leur temps, dans la seconde partie du XIXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, ont intrigué beaucoup de monde, et pas que les plus bêtes. Du coup, vous comprendrez pourquoi la plupart d'entre nous cherchent à ignorer ce qui se trame dans l'arrière-monde. Nous nous contentons de vivre dans un petit 2 pièces cuisine et ne voulons pas savoir que dans la même demeure, il y a de nombreuses chambres, des caves, des greniers, une chambre froide, un donjon avec une panoplie de tortures, des oubliettes. Eh oui. Et s'il nous arrive de visiter ces autres lieux, ce sera les 5 sens à moitié clos. Eyes wide shut. Si on voulait se permettre d'admettre sans comprendre et sans maîtriser ni dominer, un premier grand pas serait déjà fait. Car tout ce qui résonne en nous, et qui donc est raisonnable, n'est pas pour autant rationalisable. Les choses, de même que notre corps, ont leur raison, même si notre raison ignore laquelle. Entre-temps, tout, dans l'anima mundi, a influencé en permanence une humanité après l'autre et ne cesse de le faire au présent. Et faire semblant n'aidera pas l'ensemble des cultures actuelles présentes à un monde se globalisant d'y trouver une destinée heureuse agrémentée d'une bonne aventure si elles ne tentent pas de se mettre en contact, chacune à sa manière, avec la totalité de l'âme du monde qui les héberge et les nourrit à tout niveau. À défaut de quoi, elles risquent de rencontrer ce qu'elles craignent le plus, la guerre, la famine, les catastrophes écologiques, etc. Puisque c'est elles-mêmes ces cultures qu'on suppose cultiver, qui les ont soigneusement programmées dans leur scénario et qui les considèrent dès lors comme incontournables. Et oui, à la prochaine.